Bonjour, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'adhérence des pneus et on se demande si des pneus larges augmentent l'adhérence. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans une vidéo sur le freinage, notamment, j'avais dit que l'adhérence ne dépendait que des matériaux en contact, gomme, du pneu et puis nature du sol. Alors c'est ce qui est communément admis, mais pourtant on voit bien que des pneus larges, ça augmente l'adhérence, ou du moins ça favorise l'adhérence. On essaye aujourd'hui, on se pose cette question-là. Donc les pneus larges favorisent-ils l'adhérence, vrai ou faux? Alors, l'adhérence, c'est quoi d'abord? Il y a deux phénomènes pour l'adhérence. Il y a l'indentation et l'adhésion. Alors, l'indentation, c'est quoi? En fait, c'est les aspérités de la route. La gomme se déforme et puis elle épouse les aspérités et elle génère des forces comme ça. Et puis après, eh bien, on a l'adhésion. Donc, l'adhésion, c'est des liaisons moléculaires qui se créent entre les surfaces, puis qui se rompent et puis qui recommencent, voilà. Et puis ça donne du frottement, voilà. Donc il y a ces deux phénomènes là qui existent, et malgré tout, ces deux phénomènes, on voit bien que finalement, plus la surface va être grande et plus ces phénomènes pourront se développer. Alors, la surface de contact, est-ce qu'il y a une relation? Oui, il y a ce document que vous voyez là, sur le côté, ici, c'est un document de chez Michelin. Donc, il y a bien une relation entre l'effort X et la surface S. La contrainte de cisaillement, c'est X, l'effort latéral sur le pan de gomme, sur S, la surface. Donc, on voit bien que la surface entre en jeu. Et puis ça semble logique, plus la surface sera grande, plus on pourra mettre de X pour arriver au cisaillement. Donc plus il y a de surface, moins il y a de glissement. Oui, c'est vrai, oui, mais non. On va voir qu'en fait sur un pneu de voiture, c'est compliqué, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors d'abord, on s'intéresse aux critères de sélection d'un pneu. Quand un constructeur fabrique une voiture, définit une nouvelle voiture, il va définir des pneus à mettre dessus, et comment il est défini? Voilà les critères. Le premier des critères, c'est la vitesse maximum du véhicule. Si vous avez un véhicule qui va à 250, eh bien il faudra mettre des pneus qui au moins vont à 250. Et pareil pour 180. La deuxième contrainte, c'est le diamètre de jante. Pourquoi? Parce que dans ce diamètre de jante, et donc ce diamètre de pneu, il va falloir mettre les organes de freinage. Si vous avez un véhicule qui pèse 2 tonnes 8 par exemple, il va falloir mettre des gros freins qui dissipent beaucoup de chaleur, etc. Et donc il faudra de la place. Et donc on mettra des jantes plus grandes, en 17, 18, 19 pouces, etc. Et puis enfin dans les diamètres de jantes, on a mis aussi l'esthétique. C'est le cas par exemple des derniers SUV Renault là, où on a mis des jantes de 20 pouces. Il n'y a pas forcément de définition technique à ça, mais c'est plus pour l'esthétique. Une fois qu'on a déterminé le diamètre de jante, on s'intéresse à l'indice de charge, c'est-à-dire le poids que fait le véhicule. Chaque pneu pourra supporter un certain poids. Donc c'est le poids dynamique, c'est pas le poids statique qui est fonction de la charge et de la vitesse. Donc la vitesse maxi, le diamètre de jante, l'indice de charge. Ensuite, en quatrième, on va voir quelles sont les largeurs disponibles dans tous ces pneus-là qui répondent à ces critères. Et puis, on choisira la largeur en fonction du coût, de l'esthétique et des performances. Évidemment, si j'ai une voiture très performante, je mets des pneus un peu plus larges. Si j'ai une voiture qui est faite pour vendre à des sportifs, je mettrai des pneus plus larges. Voilà. Mais sinon, c'est le coût qui va guider la largeur disponible. Et enfin, le type de sculpture et la gomme. Donc là, les profils asymétriques, de la gomme tendre, plus dure, etc. Voilà. Donc ce sera le dernier critère de sélection. Alors, ça c'est la diapo d'avant. Diapo d'après. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait en termes d'évolution de l'empreinte au sol? J'ai réalisé là une roue avec le poids du véhicule sur cette roue.
Hein, et pour supporter cette charge, il y a une pression dans le pneu. Alors, par exemple, on prend une voiture de 1200 kg, 400 kg sur chaque roue avant, 4 et 4, 8, et 200 kg sur les roues arrière. Ok. Donc, on a 400 kg de charge sur la roue, et puis on a mis une pression, par exemple, de 2 bars. Hein. Et donc, on aura une surface qui vaut la force divisée par la pression. Hein. La pression, c'est F sur S, et S, c'est F sur P. Donc la surface de contact au sol, elle sera égale à F, la force sur le pneu, sur P, la pression dans le pneu. Alors qu'est-ce qui se passe en fait si j'augmente la largeur de mon pneu? Eh bien sur un pneu 185, alors vous voyez l'avant du véhicule est ici, hein, sur un pneu 185, le pneu va se déformer un peu plus en longueur, et puis on aura une empreinte qui sera comme ça, là, avec cette surface-là. Et si je mets des pneus 215, alors le pneu va un peu moins se déformer en longueur, puisqu'il sera plus large, mais la surface, elle, n'aura pas bougé, hein, puisque la force n'a pas bougé, la pression n'a pas bougé. Donc on a la même surface de contact avec des pneus plus larges. D'accord? Donc c'est là où ça devient compliqué de se dire on augmente la surface de contact, parce que si on garde le même poids et la même pression, alors la surface n'a pas bougé. Ce qu'il faudrait faire, en fait, là, c'est diminuer la pression. Mais diminuer la pression sur des pneus plus larges, on va voir que c'est pas possible. Alors, c'est pas possible, pourquoi? Parce que les constructeurs de pneus, ils donnent ce graphique avec un pneu, hein, donc ça, c'est un type de pneu. Ce graphique, il fait apparaître la charge sur le pneu, la pression en bas, et puis on a 3 zones. La zone là où c'est possible de faire fonctionner le pneu, la zone 2 où c'est encore possible, mais on est à la limite, et la zone 3 où c'est pas possible. Donc ici, c'est la flèche, la déformation en hauteur du pneu. Par exemple, pour une flèche de 20 mm, eh bien, on voit que à 400 kg, on peut gonfler notre pneu à 1,9 ou 8 bars, là. OK. Et on aura, alors non, 20 mm, j'ai dit. Donc 2,1 bar, voilà. OK. Et on peut donc diminuer la pression, hein, mais on aura plus de flèches. Ok, donc pour ce pneu ça marche, mais pour un pneu plus large, évidemment, on n'aura pas la même chose. Alors d'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui se passe sur une voiture. Donc là, j'ai pris les dimensions de pneus pour la même voiture, mais avec des montes de pneus différents. On peut monter sur cette voiture des 205-16 ou des 235-18. Donc on voit bien que le pneu est plus large. Et donc on a dit tout à l'heure que si le pneu est plus large, pour mettre plus de contact au sol, il faudrait diminuer la pression. Et en fait, il se passe exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est passé de 2,3 bars à 2,7 bars. Pourquoi? Ben parce que sur un pneu large, avec une taille de jante importante, on a un coefficient de forme, là les flancs sont plus bas, et donc on peut avoir moins de déformation. Donc on est obligé de gonfler un peu plus, sinon les flancs se déforment trop et le pneu s'échauffe et c'est pas bon. Donc en fait, quand j'augmente la taille du pneu, je suis obligé d'augmenter la pression et donc a priori, je diminue la surface de contact plutôt que de l'augmenter, ce qui est embêtant quand même. Hein. Alors, on a d'autres effets qui se greffent à ça. Ici, on a l'empreinte au sol d'un pneu en statique, sans carrossage, à gauche, et avec du carrossage, à droite. Donc les véhicules, aujourd'hui, ils ont un peu de carrossage, on est généralement autour de 1 degré de carrossage, et donc l'empreinte qu'on devrait avoir au sol, c'est celle-là, mais en fait, l'empreinte réelle, c'est celle-là, parce que les flancs du pneu se déforment beaucoup, alors que la bande de roulement, elle, en longitudinale, elle est très très dure, elle se déforme très très peu. Donc en fait, le pneu, lui, avec du carrossage, il va diminuer son empreinte au sol. Voilà. Et puis, on a ici le taux de portée au sol et la pression dans l'air de contact. Alors, à cause du revêtement, si on prend une voiture gonflée à 2 bars, on a environ 150 cm². Ok. Le taux d'entaillement, c'est les empreintes là, hein, donc 30%, il y aura 30% de surface en moins parce que on a les sculptures. La pression moyenne sera de 3 bars, et puis regardez, taux de portée au sol. Sur un sol très rugueux, on n'aura plus que 7% de la surface qui touche, et sur un sol peu rugueux, donc très lisse, on aura 60%. Et pourtant,
eh bien on sait bien que c'est ici que ça va adhérer le mieux, parce que ce qui va se passer là, c'est le phénomène d'indentation dont on a parlé au début. Hein. Si on a un sol très rugueux, la gomme va se déformer dans les rugosités, elle va épouser les rugosités, et malgré qu'on aura une surface visible de contact pas très élevé, en fait on aura là une très très bonne comment on va dire, une très bonne transmission des efforts. Voilà. Alors pression locale 43 bars, ok. Donc on voit bien en fait que la surface au sol, c'est pas ce qui est primordial en fait. Hein. D'accord. Bon, et sur les camions, on voit bien là que un camion c'est 40 tonnes, hein, c'est donc, je sais pas moi, presque 40 fois plus qu'une voiture, si on prend une voiture d'une tonne, et puis on n'a pas 40 fois plus de surface au sol. Hein. Donc pour les camions, là, la problématique de la surface au sol, c'est plus pour la charge que pour autre chose. Alors, quelles sont les conclusions de tout ça? Le coefficient d'adhérence latérale, lui, il va dépendre un peu de la largeur du pneu. C'est-à-dire que mon pneu, là, avec du carrossage, voilà son empreinte au sol en ligne droite. Et puis, quand je vais être en virage, comme le carrossage, on a mis du carrossage négatif en général, il va s'annuler, on va augmenter la surface de contact au sol. Et donc là, on va diminuer le taux de cisaillement de la gomme et on va pouvoir augmenter légèrement les efforts latéraux. Voilà. Donc, et puis là, ce qu'on voit bien, donc j'ai mis en moyenne 30% d'entaille. Hein, donc les pneus slick, en fait, on va rien qu'en mettant du pneu slick, on va déjà gagner 30% de surface au sol. Donc conclusion, pour les calculs simples, le modèle sans surface de contact, il va très très bien. On dit que l'adhérence, elle est juste fonction des matériaux en contact, et puis ça suffit, hein, on n'a pas besoin d'aller plus loin. L'augmentation de la largeur, elle est surtout due au poids, c'est-à-dire que les véhicules, s'ils ont grossi en largeur de pneus, c'est parce que ils ont grossi en poids. Le poids est devenu énorme et donc on a besoin de pneus de plus en plus larges pour les maintenir au sol. Si une 2 chevaux, ça avait des pneus de 125 mm de large, la moindre voiture aujourd'hui, c'est du 215 ou du 225. Bon, évidemment. Si vous mettez des pneus de 125 sur une voiture d'aujourd'hui, c'est sûr que vous n'allez pas tenir la route, juste parce que les pneus sont surchargés, hein, ils peuvent pas encaisser cette charge. Et donc, voilà, ils ne pourront pas encaisser tout le couple. Donc, alors, est-ce que la largeur des pneus, ça augmente l'adhérence? Oui, un peu en latéral, et puis quasiment pas en longitudinal, puisqu'on a vu, hein, plus j'augmente ma largeur de pneus, et moins il porte en longueur, en fait, hein, puisque la pression n'a pas bougé. Voilà. Alors, ceci dit, sur une voiture très puissante, je peux pas m'amuser à mettre des pneus de 155 parce que ils vont partir en fumée. J'aurai trop de couple et pas assez. Mais ceci dit, une voiture de 400 chevaux, ça fait à peu près burner tous les pneus dès l'instant où on n'a pas de dispositif électronique qui l'empêche. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la largeur des pneus. Ça a un avantage, mais c'est essentiellement fait pour supporter le poids des véhicules qui augmente. Voilà, allez, on se retrouve la prochaine.